Alors quelque chose qu'on apprend quand on devient parent, c'est qu'il y a une différence entre le parent idéalisé, celui qu'on s'était imaginé être ou qu'on voulait être, et le parent qu'on est dans la réalité. Alors en plus de cela, il est clair que ce parent idéalisé est diffusé dans les médias, donc on nous dit le parent idéal finalement c'est celui qui ne crie jamais sur ses enfants, c'est celui qui ne les met jamais devant les écrans, c'est celui aussi qui par exemple fait des repas sains tous les jours, et en même temps on nous dit mais surtout ne culpabilisez pas. Donc on se retrouve là avec une immense pression, à la fois celle de vouloir être le parent qu'on idéalise et celui en plus qui nous est présenté, et le fait de ne pas culpabiliser alors qu'on se rend bien compte qu'il y a un écart entre le parent qu'on voudrait être et celui qu'on est réellement. Alors je me suis posé la question, existe-t-il une seule étude scientifique valable qui nous enseigne finalement qu'est-ce qu'être un parent idéal? Restez avec moi, c'est Sarah du blog des outils pour apprendre. À tout de suite! Pour tenter de découvrir quels étaient finalement les ingrédients de la recette devenir parent, un professeur d'Harvard a interrogé des adultes qui se disaient particulièrement épanouis dans leur vie professionnelle et dans leur vie privée, et il a essayé de voir s'il retrouvait dans le témoignage des parents de ces adultes des traits communs, des qualités, des valeurs, des choses qui revenaient en fait. Et de façon tout à fait incroyable, effectivement, il a pu mettre en évidence plusieurs qualités qui étaient communes aux parents dont les enfants se disaient particulièrement épanouis. Et sans doute ce sont des qualités auxquelles vous ne pensez pas. En plus de ça, il a montré que ces enfants qui étaient devenus aujourd'hui des adultes épanouis, provenaient de toutes les origines, provenaient de tous les milieux socio-économiques, et que donc finalement la façon dont on était en tant que parents, les valeurs qu'on insufflait à nos enfants, influençaient beaucoup plus leur avenir que leur milieu socio-économique d'origine par exemple. Ce qui peut réduire quand même en partie, en tout cas, les inégalités sociales dues à ces différents biais. Alors évidemment, ce professeur d'Harvard est parti d'abord d'un groupe d'adultes qui avaient été élevés dans un environnement où le respect de l'autre était une valeur prioritaire. Donc je pense qu'il n'est pas utile de rappeler que les violences, qu'elles soient psychologiques ou qu'elles soient physiques, ne vont pas aider à l'émergence d'un individu qui sera épanoui et ne vont certes pas non plus aider au développement du cerveau. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Et là vous êtes, oui, mais Sarah, viens avec ses qualités, accouche. Donc la première qualité des parents en fait qui avaient des adultes qui se disaient en tout cas épanouis, c'était en fait le fait d'être des guides d'apprentissage. Donc il faut savoir que l'enfant très jeune a un milliard de connexions au niveau du cerveau, que ces connexions non utilisées vont amener à disparaître, et que donc très tôt on peut aider l'enfant à apprendre, en tout cas donner à l'enfant le goût d'apprendre, que ce soit à travers les jeux, que ce soit à travers la résolution de problèmes. Et donc les adultes qui témoignaient disaient que assez tôt, les parents s'étaient véritablement investis dans leur apprentissage et que ça s'était vu aussi à l'école, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà un goût pour apprendre, ils avaient déjà un goût par exemple pour la résolution des problèmes, ce que ne manquait pas de noter les professeurs qui du coup effectivement avaient tendance aussi à aller vers ces enfants. Alors là, il y a un autre effet dont je parle dans un autre article qui est l'effet Pygmalion. Donc effectivement, quand un professeur se rend compte que l'enfant a déjà un goût pour apprendre et qu'il montre déjà certaines capacités, il va de façon tout à fait spontanée et sans même le vouloir aller vers cet enfant, beaucoup plus interagir avec lui, et évidemment en interagissant plus avec lui, ça va faire l'effet boule de neige, il va aider l'enfant sans évidemment vraiment le savoir de façon consciente. Et donc les adultes expliquaient que vraiment leurs parents s'étaient investis assez tôt dans l'apprentissage, dans leur apprentissage, et que ça avait été bénéfique tout au long de leur vie. Alors attention, donc on parle de la plasticité du cerveau, donc on entend souvent que tout se joue avant 6 ans. Non, ce n'est pas vrai, le cerveau est plastique pendant très longtemps, et donc on peut apprendre à tout âge. Mais voilà, en tout cas, être un guide d'apprentissage, ce n'est pas une chose vaine. S'investir dans l'apprentissage de son enfant n'est pas une chose vaine, ça portera ses fruits plus tard, et évidemment, il est clair que c'est aussi le but du blog des outils pour apprendre, c'était de faciliter la vie des parents et de leur donner des conseils pour justement accompagner leur enfant. Donc ça, c'était la qualité numéro 1. La qualité numéro 2.
Alors les adultes qui étaient interrogés disaient aussi que quand ils étaient enfants et adolescents, les parents avaient veillé à ce que finalement ils ne manquent de rien d'un point de vue ressources intellectuelles quelque part. C'est-à-dire, ils avaient veillé déjà à voir si l'enfant au niveau simplement scolaire ne manquait de rien. Donc, est-ce que l'enfant avait des blocages? Est-ce qu'il y avait des choses qui lui manquaient? Est-ce qu'il avait besoin de soutien dans telle ou telle matière, par exemple? Voilà, donc sans forcément non plus investir au niveau financier, mais en tout cas, est-ce que tout allait bien dans le parcours de l'enfant? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y avait pas quelque chose, un manque quelque part ou un obstacle quelque part sur lequel il fallait travailler? Alors quand je parle de ressources, je parle aussi de ressources en termes d'opportunités de rencontres. Donc les adultes qui étaient interrogés disaient que quand ils étaient enfants, adolescents, les parents avaient veillé aussi à ce qu'ils rencontrent du monde, à ce qu'ils jouent avec des enfants qui étaient pas forcément des enfants de leur âge, mais aussi des enfants plus grands. Donc là, évidemment, on retrouve cette notion de mélanger les âges pour effectivement bénéficier d'une maturité intellectuelle, pour interagir avec des enfants qui ne vont pas forcément avoir les mêmes réactions que l'enfant du même âge. Donc voilà, c'était essayer de voir dans l'environnement de l'enfant quelles étaient les ressources dont il avait besoin et surtout qu'il ne rate pas une opportunité finalement de rencontrer quelqu'un ou de bénéficier de quelque chose qui lui serait bénéfique. Alors la troisième qualité, les parents qui ont éduqué, donc apparemment ces enfants qui sont devenus des adultes épanouis, ont agi comme des catalyseurs, comme des prismes qui montraient en fait à l'enfant tout le champ de ses possibilités. Donc parfois l'enfant simplement n'a pas conscience des opportunités qui sont devant lui, ou parfois il a conscience des opportunités qui sont devant lui, mais il n'a pas assez confiance en lui, évidemment, que pour emprunter tel ou tel chemin. Donc les parents apparemment donc, qui ont réussi sont des parents qui ont vraiment agi comme un prisme en montrant à l'enfant toutes les possibilités qu'il avait devant lui et qui lui ont donné assez confiance en lui que pour s'engager dans une voie ou dans l'autre. Alors la quatrième qualité de ces parents, donc c'était finalement d'accompagner l'enfant sur ce chemin de découverte de ses possibilités et du monde. Donc les enfants devenus des adultes épanouis disaient que leurs parents n'avaient jamais éludé des questions de sens, par exemple, donc des questions plus philosophiques qu'ils avaient, et voilà, des questions sur la compréhension du monde. Ils n'ont jamais non plus éludé des états d'âme. Donc ce sont des parents qui ont plutôt appris à leur enfant à verbaliser ses émotions et qui l'ont écouté quand il avait quelque chose à dire. Donc évidemment, avec la mise en évidence de toutes les possibilités de l'enfant, de tous les chemins qu'il peut prendre, de tout ce qu'il peut s'offrir à lui, il y a aussi l'accompagnement de l'enfant d'un point de vue plus psychologique. Alors la cinquième qualité des parents qui ont réussi, en tout cas, c'était finalement d'incarner les valeurs qu'ils défendaient. Donc il faut savoir que, évidemment, donc les parents, donc je l'ai dit, montraient les possibilités à l'enfant, n'éludaient pas les questions de sens. Évidemment, ces parents ont insufflé à leur enfant aussi certaines valeurs, mais il faut savoir que l'enfant va toujours faire ce que vous faites, il ne va pas faire ce qu'il entend ou ce que vous lui dites. Donc il est clair que si vos paroles ne sont pas en accord avec vos actions, vous avez du souci à vous faire. Parce qu'évidemment, il va imiter vos actions, que cela vous agace ou pas. Donc les enfants qui sont devenus des adultes aujourd'hui épanouis sont unanimes sur ce point. Ils disent que finalement, ils se sont identifiés à des parents qu'ils ont respectés parce que ces parents vraiment incarnaient dans leur vie de tous les jours les valeurs qu'ils défendaient. Alors, la sixième qualité, je pense que je ne les compte plus, c'est l'assertivité. Donc, l'assertivité, c'est quoi? Cette capacité à défendre un point de vue, à défendre son droit, à se faire respecter de façon non violente, donc en n'agressant pas l'autre. Donc, les enfants devenus adultes sont aussi unanimes sur ce point, et ça rejoint ce que les parents disaient, à savoir que cette capacité, cette compétence d'assertivité était une compétence sur laquelle les parents avaient lourdement insisté. Donc à la fois pour dire à l'enfant que la façon dont il devait s'exprimer devait être de façon non violente, qu'il avait par contre le droit de défendre ce qu'il jugeait être important à ses yeux, qu'il avait le droit de se faire respecter, et même qu'il avait le droit aussi, mais donc toujours avec respect de l'autre, de défendre un point de vue et de ne pas se laisser intimider par une personne qui, à un moment donné, aurait plus de pouvoir ou d'influence que lui. Donc ça a permis à ces enfants, finalement, de pouvoir négocier, par exemple, avec des personnes qui, à un moment donné,
était, par exemple, au niveau hiérarchique plus élevé qu'elle, mais voilà, avec confiance, avec assertivité et sans se laisser démonter par exemple, un rapport de pouvoir. Alors une autre qualité finalement donc des parents qui ont réussi à élever des enfants qui se disent des adultes épanouis aujourd'hui était le fait de pouvoir encourager l'enfant mais pas trop. Alors ça veut dire quoi encourager mais pas trop? Disons que ce n'est pas le fait plutôt de trop encourager, c'est plutôt le fait de encourager mais de la mauvaise façon. C'est-à-dire souvent quand on est parent, on a tendance à encourager notre enfant en lui disant « Ah regarde, tu es intelligent, tu as réussi, c'est très bien, etc. » Je pense que ça nous vient de façon tout à fait naturelle, mais ce n'est pas forcément la bonne façon d'encourager son enfant. Il faut savoir que, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, les enfants commencent leur vie avec une vision finalement très statique de l'intelligence. Ils pensent qu'ils sont bêtes ou qu'ils sont intelligents, en fonction aussi de ce qu'on leur dit. Et donc, ils pensent que finalement, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour s'améliorer. Et donc, il vaut mieux expliquer à l'enfant qu'il peut s'entraîner pour s'améliorer, que finalement, donc, sa réussite va dépendre de plusieurs choses, mais notamment aussi de lui-même, que l'intelligence, ce n'est pas une caractéristique innée, et donc qu'il peut tout à fait, de toute façon, avancer. Et donc, si vous dites à votre enfant, regarde, tu as beaucoup travaillé cet exercice, mais non, tu y arrives sans problème, ça va vraiment lui donner l'impression que oui, il peut agir sur son apprentissage, et qu'il peut avancer de par lui-même. Il va être fier non plus parce qu'il se voit dans votre regard, mais simplement parce qu'il est arrivé lui-même à accomplir quelque chose, et ça va l'aider durant toute sa vie. Alors il faut savoir aussi que le fait de lui dire regarde, tu as réussi, tu es intelligent, donc non seulement ça l'enferme dans la vision que vous avez lui-même, mais en plus de ça, ça ne lui donne pas l'humilité suffisante pour continuer à s'améliorer. Donc les adultes qui ont été interrogés disent que leurs parents ont toujours insisté sur le fait que finalement leur évolution dépendait avant tout d'eux-mêmes et que quand on était arrivé à une étape, on pouvait toujours continuer à s'améliorer pour arriver à l'étape ultérieure. Et donc, quelque part, ils n'ont plus attendu des autres la satisfaction de leur travail, ils ont toujours trouvé une fierté dans le travail qu'ils avaient accompli, donc par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et en plus de ça, ils ont constamment cherché à s'améliorer parce que quelque part, ils avaient l'humilité de dire « Ok, je suis arrivé à ce stade, c'est très bien, je peux encore aller plus loin ». Alors peut-être qu'en tant que parent, vous avez déjà entendu parler du concept des styles d'apprentissage. Alors si vous avez suivi un peu le blog des outils pour apprendre ou déjà d'autres vidéos, vous saurez que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce concept, que je n'aime pas mettre les enfants dans des cases. Et bien, comme je n'aime pas mettre les enfants dans des cases, je n'aime pas mettre les parents dans des cases non plus. Donc il y a un concept qu'on appelle le concept des styles parentaux qu'il ne faut pas prendre au premier degré. Donc d'abord je vais expliquer ce que c'est que ce concept. Donc le style parental, c'est finalement comment vous vous comportez avec votre enfant et ce que cela peut avoir comme avantage et comme inconvénient. Alors il y a plein de styles parentaux maintenant qui existent, mais on va dire qu'à la base il y a 4 styles parentaux bien largement diffusés. Alors d'abord vous avez le style autoritaire, où vous avez un parent qui finalement est engagé sur le plan de l'encadrement de l'enfant, mais beaucoup moins sur le plan affectif. Donc c'est un parent qui va vouloir absolument donc, donner un cadre, donner des règles, qui ne va pas forcément expliquer les règles, qui simplement veut que son enfant aille droit et ne déroge pas de certaines valeurs qu'il essaye de lui inculquer. Alors évidemment, là, je ne suis pas psychologue, mais c'est clair que parfois, ça donne des enfants qui vont avoir tendance à se refermer sur eux-mêmes puisqu'ils ne se sentent pas écoutés. Donc c'est des enfants qui paradoxalement vont devenir peut-être plus rebelles, en tout cas par rapport aux règles qu'on leur a fixées, mais sur lesquelles ils ne peuvent jamais en tout cas négocier. Alors, tout à fait à l'autre extrême du parent autoritaire, on retrouve le parent permissif, c'est-à-dire celui qui va être engagé sur le plan affectif, mais beaucoup moins sur le plan de l'encadrement de l'enfant, qui va finalement lui laisser un peu faire ce qu'il veut, parce que voilà, il a envie qu'il découvre, il n'a pas envie de trop lui mettre de cadre, quelque part il n'a pas envie non plus que son enfant lui en veuille, et donc il va un petit peu lui laisser beaucoup plus de liberté. Alors là aussi, paradoxalement, finalement, parfois ça donne des enfants qui ont trop de liberté, qui n'apprennent pas ce qu'on appelle le contrôle de soi, tout ce qu'on appelle le contrôle cognitif, ce qui va leur poser problème plus tard, notamment dans leur vie sociale.
Alors maintenant, vous avez aussi une autre extrême, qui est le parent qui est engagé ni sur le plan affectif, ni sur le plan de l'encadrement. Finalement, l'enfant est isolé, donc c'est ce qu'on a appelé le parent négligent. Donc évidemment, là, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ce sont des enfants qui finalement sont assez perdus, ce qui va aussi, donc qui n'ont ni règles, ni investissement affectif de la part du parent. Donc ce sont des enfants qui, plus tard, effectivement, auront sans doute quelques petits soucis. Alors, à côté de ça, à l'intermédiaire entre le parent autoritaire d'une part et le parent permissif de l'autre, on a le parent dit démocratique. Donc, qui est ce parent qui va s'engager à la fois sur le plan de l'encadrement, mais aussi sur le plan affectif. Donc, c'est un parent qui va avoir des attentes vis-à-vis de l'enfant, qui va poser un cadre, qui va poser des règles, mais qui va expliquer les règles et qui va laisser à son enfant l'opportunité de discuter. Donc l'enfant va beaucoup plus facilement adhérer évidemment aux règles parce qu'il sait que quelque part il sera quand même écouté s'il a envie de parler avec le parent et il pourra négocier, il va apprendre d'ailleurs à négocier, il va apprendre l'assertivité. Donc quand votre enfant vient pour essayer de discuter une règle, surtout ne l'empêchez pas. Finalement c'est un exercice avant sa vie professionnelle, notamment quand il devra négocier un salaire, quand il devra négocier des conditions par exemple. Donc évidemment, même si je n'aime pas ce terme de style parental, il est clair que dans l'étude de ce professeur d'Harvard, c'est le style démocratique qui remporte tous les suffrages, puisque c'est le style dans lequel on a à la fois des valeurs, des règles, des repères qui vont rassurer l'enfant, mais en même temps un espace, une liberté de parole. Alors, encore une fois, il ne faut pas culpabiliser. Le but de l'article est certainement pas de culpabiliser, c'est tout à fait l'inverse. Donc il faut savoir que, évidemment, vous pouvez vous identifier à un style parental à un moment donné ou l'autre. Mais ça ne veut pas dire que tout est à jeter, on peut toujours s'améliorer. Et en plus de ça, il faut savoir que la nature humaine est ainsi faite que vous n'allez jamais rester tout le temps dans un style parental. Vous allez voguer entre plusieurs styles parentaux en fonction de la journée, en fonction de votre état de fatigue, en fonction peut-être des pressions, du cadre social, de ce qu'on vous a dit de faire, etc. etc. Donc voilà, donc c'était une petite parenthèse par rapport au style parental. Apprendre au second degré, ne pas culpabiliser à cause de ça. On vogue entre différents styles. Il n'y a pas un style parental qui nous suit, qui nous colle à la peau toute notre vie. Enfin, en tout cas, je pense que c'est très très rare. Alors nous avons parlé des qualités qui avaient été mises en évidence par cette étude menée à Harvard. Donc quelles étaient les qualités des parents qui avaient réussi à élever des adultes qui aujourd'hui se disaient épanouis professionnellement et dans le privé. On a aussi parlé des styles parentaux, mais je voudrais insister sur un point, c'est que finalement la qualité numéro 1 qui a été mise en évidence dans cette étude, c'est la volonté de vouloir bien faire. Et donc je trouve que justement c'est très déculpabilisant parce que ce que ce professeur d'Harvard a conclu de cette étude, c'est que finalement les parents qui avaient réussi, c'était des parents qui finalement voulaient bien faire. Donc l'amour inconditionnel, le fait de s'investir pour son enfant, le fait de toujours vouloir être une meilleure version de soi-même, ça va de toute façon amener votre enfant à lui aussi être la meilleure version de lui-même. Donc si vous avez le feu sacré, si vraiment vous avez envie de vous améliorer, quelque part par la force des choses, vous allez y arriver, quel que soit votre milieu socio-économique, quelles que soient vos origines, quel que soit l'environnement dans lequel vous évoluez. À partir du moment où vous avez envie d'être un super parent, vous allez en devenir un. Voilà, c'était Sarah Carpentier du blog Des outils pour apprendre. Je vous mets le lien ici et alors quelque part va apparaître l'endroit où vous pouvez vous abonner à la chaîne. Donc n'hésitez pas à me suivre. C'était une vidéo un peu différente qui parlait un petit peu plus de psychologie que de neurosciences, donc j'étais moins habituée. Mais voilà, le but de cette vidéo était vraiment de vous faire déculpabiliser et en même temps d'apporter des informations concrètes par rapport à toutes ces questions que vous vous posez, savoir si vous êtes un bon parent, oui ou non. Voilà, j'espère que maintenant vous aurez compris que si vous regardez cette vidéo, si vous, pas seulement, mais déjà si vous vous interrogez, je pense que c'est quelque part, vous êtes déjà sur la bonne voie. En tout cas, c'est ce que cette étude scientifique a conclu. Merci beaucoup.